Ceci est un clap. On est bon? On se retrouve pour une deuxième vidéo, dans la continuité, toujours avec le député Pierre Persson. Et aujourd'hui, on va poser les questions de la communauté. Okay. Certains journalistes, d'autres c'est des influenceurs, des personnes qui se sont improvisées ou qui ont évolué, qui ont créé leur métier, des entrepreneurs, des gens qui ont vraiment qui ont découvert cet écosystème et qui aujourd'hui vivent à l'intérieur. Ouais. La plupart des questions, on a interrogé un maximum de personnes et on va essayer du coup de poser la question de ces gens directement, comme s'ils s'adressaient à vous. Très bien, je vais essayer d'y répondre. Alors, on commence par une question de Grégory Raymond, Oui. journaliste pour le journal Capital. Il s'adresse en disant « L'exécutif a fait un virage à 180% ces derniers mois. Concernant l'approche que la France devait avoir vis-à-vis des crypto-monnaies, à quelle personnalité politique, quelques noms, doit-on cette révolution? Vous-même » Non, déjà, je pense que c'est le fruit à la fois des acteurs qui ont fait de la pédagogie sur le sujet. Emmanuel Macron, c'est le premier quand même à citer le mot blockchain. Dans la loi Macron, la loi croissance et activité de 2015, c'est la première fois où on entend parler de la blockchain, notamment concernant en fait, l'émission des mini-bonds qui étaient indexés sur la blockchain. Et donc, c'est un sujet qui aujourd'hui transpire dans le débat public. Ensuite, on doit en effet une position plutôt volontariste de la part de Bruno Le Maire ces derniers mois, qui s'est saisi du sujet, qui a beaucoup écouté les acteurs et qui a porté une vision en effet plutôt favorable, crypto-optimiste, dirait-on. D'accord. Une question maintenant de Raphaël, un journaliste des Échos, qui demande quelles sont les autres dispositions, hors loi Pacte, que les députés comptent proposer et voter. Hors le loi Pacte, il y aura le budget, avec tout le régime fiscaux. Et puis après, moi je fais partie de ceux qui pensent que tout n'a pas besoin d'être dans la loi. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de la loi, qui sont à la fois du réglementaire, donc toujours du normatif, mais qui sont aussi des interactions entre les acteurs. Par exemple, sur la question bancaire, on a beaucoup travaillé parce que le Trésor, la Banque de France, l'AMF, les acteurs économiques et les banques, avec la Fédération française, travaillent main dans la main pour atterrir sur notamment des modèles de KYC, pour travailler sur les problématiques qui sont aujourd'hui inhérentes au secteur bancaire. Donc je ne crois pas simplement à la loi, à la norme, mais aussi aux interactions entre les différents acteurs. D'accord. On a Emmanuel Delors, qui est un influenceur également sur YouTube, qui pose une question. Est-ce que cette certification de l'AMF n'arrive pas un petit peu trop tard? Est-ce qu'elle n'a pas déjà desservi ou est-ce que certains projets français ne se seraient pas déjà éloignés de la France parce qu'il n'y avait pas encore ces bases à l'époque? Si, bien entendu, il ne faut pas en effet se le cacher, hein, il y a des acteurs économiques, il y a des entrepreneurs qui ont quitté la France parce qu'il y avait des difficultés, notamment fiscales, des difficultés bancaires. L'objectif aujourd'hui, c'est de remettre à plat et de dire la France est un pays attractif pour les cryptoactifs, la France est un pays attractif pour les entrepreneurs et les cerveaux qui souhaitent faire de la recherche et développement sur la blockchain. Donc bien entendu, il y a eu des ratés, mais c'est comme tout, c'est normal. Il faut que la réglementation puisse intervenir pour aujourd'hui changer un peu cette perspective. D'accord. Maintenant, on passe aux questions du plus grand nombre. Toutes les personnes qui nous ont répondu sur les réseaux sociaux et on les remercie. Jugez-vous aujourd'hui que l'imposition actuelle est trop sévère ou non? Je pense que même le débat n'est pas simplement est-ce que le taux est trop sévère, est-ce qu'il est trop confiscatoire ou pas. Ce que nous ont demandé en fait les acteurs et les agents économiques, c'est que ce soit lisible et stable. Pourquoi? Parce que la France est très souvent réputée comme étant un pays qui fiscalise beaucoup, où les prélèvements obligatoires sont importants. Ça, c'est rentré dans les mentalités et c'est peut-être parfois un frein à la compétitivité. Mais ce que me disent les acteurs, c'est qu'aujourd'hui, c'est le manque de lisibilité des mécanismes. C'est le flou qui peut régner parfois sur la doctrine administrative, la doctrine fiscale, qui fait qu'on n'est pas certain de quelle sauce on va être mangé. Ce n'est pas simplement le taux 50-60%, c'est simplement qu'on n'arrive pas à savoir quels sont les régimes associés. Et donc ce qu'on a voulu faire, et ce qu'on va faire notamment dans le cadre du projet de loi de finances, donc du budget, c'est simplement de travailler sur des mécanismes stables, qui soient clairs et qui, pour les Français, que ce soit des individuels qui ont acheté des cryptoactifs, que ce soit des acteurs, des agents économiques qui souhaiteraient investir en France, eh bien, il y ait des guichets uniques, il y ait une lisibilité du régime et on sache à peu près facilement quelle sauce on va être mangé. Donc je pense que ce n'est pas la question simplement du taux, parce qu'en France, on est conscient aussi qu'on a un écosystème qui nécessite, qui a des avantages que d'autres pays n'ont pas. Si vous allez à Malte par exemple, ou en Suisse, eh bien vous n'êtes pas autant accompagné. Je lisais dans les commentaires notamment de certaines vidéos YouTube que certains avaient entrepris en Irlande. Là-bas, l'Irlande, c'est plutôt le modèle américain, c'est-à-dire que vous n'êtes pas accompagné, petit ou gros, vous n'avez pas d'accompagnement. Finalement, nous, on a un modèle français
qui offre des garanties notamment sur le territoire en termes d'accompagnement, en termes de cadre juridique, social, qui fait que c'est normal, la fiscalité est plus importante. Et là, l'enjeu pour nous, c'est qu'elle soit lisible. Après, bien entendu, il faut qu'elle soit attractive et donc il ne faut pas qu'elle soit confiscatoire. Mais je pense que c'est un second débat. Et donc la laisser du coup sur l'alignement de la flat tax qu'on a à l'heure actuelle, ce ne serait pas le débat aujourd'hui ? Si, je pense que l'enjeu pour nous, c'est d'avoir un mécanisme cohérent, lisible. La flat tax permet d'avoir un prélèvement forfaitaire unique à 30%, tout compris. Je pense que ça fait partie de cette nécessité de lisibilité et 30% me paraît être un bon taux. D'accord. Est-ce que la France peut réellement devenir leader de la blockchain ? On sort du coup de... Évidemment, c'est votre objectif. Ouais. Je l'espère en tout cas, parce que je suis très content de savoir qu'il y a des gens qui se battent à ça. Est-ce que la France peut devenir, si elle ne l'est pas déjà, un leader et vraiment le rester, vraiment devenir concurrentiel, ne serait-ce que par son taux ou alors par son cadre lisible, clair et déjà défini ? C'est l'objectif, hein. Vous avez raison, l'objectif c'est d'être attractif pour que tout ce qu'on a pu rater notamment dans le secteur d'Internet, on arrive à le contrebalancer en jouant cette nouvelle étape que celle de la blockchain. Donc tous les incubateurs qui ont été ouverts, notamment à Station F, je pense à des gens comme Michael Amar qui font beaucoup pour attirer des capitaux, des cerveaux ou garder même simplement les cerveaux français. Tous les startups, nos startups qui émettent aujourd'hui leurs premières ICO. Bon, ce qu'on souhaite, c'est d'une part qu'elles restent en France, puis aussi qu'on travaille par exemple à l'émergence de grandes plateformes françaises. Moi je suis persuadé que si vous voulez avoir un impact en termes de réglementation, c'est bien beau de construire des cadres juridiques français, ça en est très fort pour imaginer intellectuellement en fait, des cadres qui sont sexy. Mais finalement, oui, s'ils ne s'appliquent à personne, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à attirer ces acteurs qui développent des business solides en France et puis qu'ensuite, la réglementation elle les favorise et puis elle encadre tout ça. D'accord. Une autre question, est-ce que des campagnes de sensibilisation, de démocratisation de la blockchain sont prévues ou peuvent être envisagées par le gouvernement ? Parce que c'est vrai que certains pays le font déjà. Et encore une fois, en plus d'avoir un cadre, si en plus il y a une base imposée par l'État et certaines connaissances qui sont données avec, on va dire, une démarche, ça peut encore plus attirer la confiance. Je ne crois pas que ce soit prévu pour l'instant. Il y a deux choses. Un, valoriser aujourd'hui la blockchain. Je pense que dans ça, il faut travailler notamment avec les écoles, avec toute la formation continue pour favoriser des spécialisations sur le sujet. On a une France qui est plutôt à la pointe là-dessus, avec des écoles, notamment des grandes écoles qui commencent à travailler sur des cursus et des formations spécialisées sur la blockchain. Donc ça, il faut toujours accompagner. Après, il y a la question notamment de la prévention. Parce que ça, je le dis, je pense que autant j'ai pas voulu, ils voulaient te rentrer dans le débat sur la question des risques, mais il y a des risques aussi individuels, pas simplement sur la volatilité des cours, mais parce que beaucoup aujourd'hui surfent sur la mécompréhension de ce que c'est le cryptoactif, sur la blockchain, pour piéger, pour voler, pour scammer des gens tout simplement. Et donc ça, il faut qu'il y ait de la prévention de la part des pouvoirs publics. Il faut de la possibilité pour l'AMF, notamment d'émettre une liste noire bien plus complète, ou en tout cas une liste blanche qui lui permette de dire, bon ben voilà, vous investissez aujourd'hui via telle plateforme, c'est une plateforme qui est solide sur le point de vue de la sécurité. On sait que de toute façon tout est tracé, que les comptes sont audités, que si tout le monde retire par exemple ses liquidités, eh bien la plateforme est en capacité de rendre à tout le monde ses cryptoactifs. Donc ça c'est un enjeu de protection du consommateur et de l'investisseur. D'accord. L'avant-dernière question. Quelles seront selon vous les conséquences directes et indirectes de la blockchain ? Est-ce que globalement ça va être des évolutions de métiers, des disparitions comme des apparitions, du positif, ou est-ce qu'il va y avoir certains points qu'il va falloir faire très attention parce qu'au contraire ça peut desservir certains domaines à l'heure actuelle ? Je pense qu'une technologie n'est jamais positive ou négative, ça dépend ce que vous en faites. Ça dépend quelle vision vous en avez. Bien entendu, la blockchain, ça va disrupter plein de marchés, plein de secteurs économiques. On les connaît déjà, le milieu bancaire, le milieu assurantiel, ça en est premier, mais quand je discute par exemple avec des majors de l'industrie du disque, finalement aujourd'hui ils sont sur le streaming, ils sont très contents d'avoir évolué dans le milieu du streaming, de la dématérialisation, mais aujourd'hui tous ces acteurs qui en fait concentrent le pouvoir parce qu'ils permettent de valoriser quelqu'un qui vient les voir et de les produire, la blockchain c'est la possibilité à un petit acteur de se financer en ligne directe. C'est-à-dire vous serez sur YouTube, la blockchain tracera peut-être le nombre de clics, le nombre de minutes que vous avez consommé et donc vous permettra une rémunération directement. Et c'est la naissance peut-être de plateformes décentralisées qui redonnent du pouvoir aussi à l'individu et qui donnent aussi la possibilité d'être financé ou d'être rémunéré à un juste prix. Donc il y a plein de conséquences de la blockchain. Typiquement, rien que la question de la publicité sur Internet. Il y a aujourd'hui des cryptoactifs qui permettent de rémunérer un site Internet, notamment parce que quand vous allez sur la page, vous minez. Finalement, le modèle d'Internet qui est aujourd'hui constitué simplement sur la publicité peut être complètement disrupté. Donc, on ne connaît pas les potentiels de la blockchain. Si vous aviez un entrepreneur devant vous qui hésite à se lancer, il hésite à démarrer aujourd'hui, il sait qu'il va avoir des portes fermées parce qu'il en entend parler, parce qu'on lui dit que ça va être compliqué,
qu'est-ce que vous pourriez dire à cet entrepreneur qui décide de se lancer et de travailler sur le territoire français? Que les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, qu'on considère très souvent, à tort à mon sens, un peu déconnectés, fait tout pour aider aujourd'hui les entrepreneurs, les particuliers qui souhaiteraient lancer leur business, et que je pense qu'on a vocation à être une nation qui est plutôt crypto-optimiste, en tout cas qui est bienveillante, qui est accueillante, qui aujourd'hui ne considère pas que les cryptoactifs sont simplement un modèle de financement du terrorisme ou de lutte contre le blanchiment. Donc on est là pour aider, et les acteurs que j'ai rencontrés notamment, et d'ailleurs j'aimerais le souligner parce que l'autorité des marchés financiers, qui est un superviseur, on considère que c'est abstrait, etc. J'ai rencontré des actifs qui étaient des acteurs qui étaient très mobilisés, qui connaissaient super bien leur dossier, qui étaient là pour aider les entrepreneurs, pour développer leur business model. Donc il n'y a pas d'un côté l'administration, le politique et les acteurs économiques qui seraient complètement déconnectés. Donc je pense qu'il faut aussi valoriser le travail qui est fait par tous ces agents, parce que c'est plutôt optimiste. D'accord. Merci beaucoup. Encore une fois, je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'il y aura une autre rencontre. En tout cas, si la communauté le demande, je ferai passer le mot. Et on va voir comment ça va se dessiner à la fin de l'année et voir ce qu'on arrive à faire pour 2019. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore une fois.